Bonjour tout le monde et bienvenue à vous, fidèles et grande communauté des maternelles. Oui, vous êtes nombreux à nous retrouver tous les jours sur France 5 et sur nos réseaux. D'ailleurs, merci à vous. Et ce matin, on va s'intéresser aux liens étroits qui unissent les petits garçons et leur papa. La société a bien changé et le rôle des pères a évolué, Nathalie. Certes, les pères ne sont pas comme des mères, comme les autres avec leurs fils. Mais désormais, les pères paternent et leurs fils en particulier. Waouh, elle était compliquée cette phrase, mais j'ai tout compris, Nathalie. Alors, entre la relation père-fils est-elle différente aujourd'hui? On va en parler justement ce matin sur notre plateau avec un témoin surprise. Et après cette discussion, Carole, on se mettra en mode relooking de chambre avant et après. Oui, comme dirait Vincent, j'ai enfin une bonne chronique à vous proposer. C'est ce qu'on verra. Il est moqueur. Elsa, les clichés, on la vie dure. Aujourd'hui, vous nous parlez du désir d'enfant, qui est aussi une préoccupation largement masculine. J'ai décidé d'être raccord avec le thème du jour. Donc on va encore parler des pères et de leur volonté d'avoir plus d'enfants que les femmes. Wow. Davantage de désir que les femmes. Ah, c'était assez inédit ça. Vincent, vous prenez votre fusée direction la planète absurde des paternules. Les paternules qui sont des pères paternants comme les autres. Et nuls comme les autres. Je voulais trouver une allitération en paix, mais j'ai pas trouvé. Ça ne marche pas. Bon, et bien voilà, c'est parti, un générique et nous revoilà. Et nous voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau, celui des maternelles. Il est aux alentours de 8h55, 9h, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas de montre sur moi. On va pas chipoter. Oui, c'est la matinée, quoi. Vous avez déposé les enfants à l'école ou votre enfant est dans votre ventre. Et vous regardez cette magnifique émission, Les Maternelles, avec Nathalie Le Breton, avec Carole Toulila, avec Elsa Grangier, avec Vincent Bécart. Le meilleur pour la fin. Et nos invités, avec Denis Marquet. Bonjour Denis, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes philosophe thérapeute et ce matin, eh bien justement, vous serez avec nous pour parler de ce vaste sujet que sont les relations père-fils. Je vous présente Christelle Cuinet, ici présente. Vous êtes biographe hospitalière pour l'association Traces de Vie, une association que vous avez fondée qui permet notamment aux enfants hospitalisés d'écrire un livre. Alors avant de commencer avec vous, expliquez-nous déjà ce qu'est une biographe hospitalière. Alors une biographe hospitalière, c'est quelqu'un qui va à l'hôpital à la rencontre des gens qui ont besoin d'écrire des récits de vie, des souvenirs ou leur vie en totalité. D'accord, et c'est très répandu, moi je ne connaissais pas cette activité. On est quelques-unes en France maintenant, il y en a, je pense qu'on est plusieurs quand même, oui. Sauf que jusqu'à présent, j'imagine que ça s'adressait surtout à des adultes. Et là, la spécificité de votre association, c'est que vous vous adressez à les enfants. Vous allez à la rencontre d'enfants et vous leur proposez d'écrire une histoire, c'est bien ça? Alors on travaille aussi avec des adultes, mais c'est vrai que il y a 2 ans, je me suis tournée un petit peu vers les enfants parce que je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire avec eux aussi. Oui. Mais comment vous est venue cette idée en fait de proposer à des enfants d'écrire des livres, des enfants malades? En fait, ça m'est venu pendant que j'accompagnais une adulte et je me suis dit en fait en soins palliatifs, il y a aussi des enfants et qu'est-ce que je pourrais inventer pour eux? C'est comme ça que c'est venu. Oh là là. C'est fou, comment ils réagissent les enfants? Est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'ils vont écrire un livre avec vous? Quelle est leur réaction quand vous leur proposez le projet? Alors c'est jamais moi qui leur propose, ce sont les éducatrices du service et les médecins. Et puis dans un deuxième temps, je les rencontre s'ils sont d'accord. Et en fait, quand ils sont d'accord, ils sont d'accord. Ils sont très enthousiastes. Ils veulent y aller, ils veulent l'écrire tout de suite. Et comment ça se passe alors? Concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils écrivent eux? Vous coécrivez? Vous les interviewez? Ils ont un droit de lecture? Comment ça marche? Alors ça marche que je viens vers eux pendant 1 heure à peu près. Ouais. Je les enregistre. J'ai un petit appareil aussi, un petit PC portable. Et je prends quelques notes, mais c'est eux qui me racontent. Mais qu'est-ce qu'ils vous racontent? C'est ça la question. Histoire vraie? Est-ce que c'est des histoires inventées? Est-ce que c'est l'histoire de leur courte vie pour le moment? Alors, ils inventent un héros, je les branche sur un héros personnel. Donc, ils me racontent l'histoire de ce héros qui part à l'aventure. Mais je pense qu'ils mettent des éléments biographiques à l'intérieur du récit. D'accord. Je pense particulièrement à un enfant qui a, dans son récit, inventé beaucoup de voyages. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était tous les voyages qu'il avait fait avec ses parents petits. Ah, donc c'est vraiment un mélange fiction-réalité. Mais ils n'inventent pas d'histoire dont ils sont les héros.
C'est inspiré de leur propre vie, mais jamais eux Alors, ne sont héros. Ils inventent un héros et parfois ce héros c'est eux, mais c'est D'accord. toujours de manière détournée. D'accord. Et jamais ils diraient je. C'est pas. Ils écrivent pas. Non. Pourquoi? Trop de pudeur? C'est quoi? Non, je pense que ça fait du bien de se détacher de la réalité dans un moment de fragilité comme celui-là. Donc le héros permet ce détachement et en même temps, à travers ce héros, ça leur permet aussi de libérer beaucoup de tensions, d'inquiétudes. Et justement, Christelle, qu'est-ce que ça représente pour eux, en fait? Un peu de rêverie, du soulagement, ils deviennent héros de leur propre histoire. Ils laissent quelque chose à leurs parents? C'est ça. Ils peuvent dire C'est quoi peut-être aussi des choses qu'ils ne diraient pas aux proches. Alors, il y a beaucoup de choses. Ouais, ça nous intéresse. Parce Une que grosse question. vous connaissiez, vous, Denis, ce métier de biographe hospitalière? Non, je le découvre et je trouve ça formidable. Ouais, parce ouais. que ces enfants-là, ils n'ont pas forcément l'occasion d'exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et là, ce mode-là, ça leur permet d'exprimer des choses qui sont peut-être refoulées un petit peu. Et je suis sûr que ça leur fait énormément de bien. Donc je trouve que c'est une initiative merveilleuse. Qu'est-ce que ça représente alors pour eux, selon vous, justement? Une évasion, certainement. Pendant 2 heures par semaine, ils savent que je viens vers eux. On fait un livre ensemble. Donc ça les... Ce qu'on voit là, par exemple, c'est quoi? C'est la couverture d'un livre? C'est pas la Ce sont couverture. leurs propres illustrations. C'est l'illustration d'un enfant sur son récit qui s'appelait Jules. Il avait choisi d'appeler son héros comme lui. D'accord. Et Toute là, ressemblance avec quelqu'un ayant existé, évidemment, est totalement fortuite. Voilà, et j'aime beaucoup ce dessin parce que il a fait une sirène avec un soutien-gorge, ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai qu'on les voit Pudique, rarement. la sirène. Donc c'est un moment d'évasion, vous pensez, pour eux, de Oui, un témoignage moment aussi. d'évasion, un moment où il oublie un petit peu sa maladie, ça lui donne une autre temporalité. Il faut bien se rendre compte qu'un enfant en unité d'oncologie, hématologie pédiatrique, il est entouré de soins techniques, d'actes techniques tout le temps. Il est branché à une potence, à la chimiothérapie. Voilà, donc ce moment de livre, ce moment de fiction et de création, ça lui donne une autre dimension que celle de l'hôpital et des soins. Bien sûr. Peut-être aussi un moment où ils peuvent parler de choses qui les tracassent, en passant justement par des dessins. En fait, c'est thérapeutique, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, ou pas? C'est à la frontière? Qu'est-ce que J'ai vous en envie de pensez? ce mot-là. Non, j'aime pas parler de thérapie. Pour moi, c'est pas de la thérapie. J'accompagne l'enfant dans un moment de fragilité. Je pense que c'est un moment. Comme peuvent le faire les clowns, par exemple, qu'on peut croiser aussi à l'hôpital. Comment vous vous situez entre justement les clowns, les thérapeutes, les médecins, la famille? Je suis toute seule avec l'enfant. Les parents ne sont pas présents. Et c'est vrai que ça permet parfois à l'enfant de sortir un peu du cadre de la fiction ou du livre et de me raconter d'autres choses qu'il a sur le cœur. L'enfant, il protège beaucoup ses parents. Il y a des choses qu'il n'ose pas lui dire. Il a peur de blesser, de faire du mal, Donc de lui faire confidente, en fait, finalement. Alors, pas tout le temps, hein. Des fois, ils sortent pas du tout du cadre, mais ça peut arriver. Je suis juste une oreille bienveillante, j'écoute ce qu'il a à me Ouais, mais en même dire. temps, et- Mais c'est pas trop dur, justement, d'avoir cette responsabilité-là, de transcrire ce qu'il veut dire, de vivre son histoire, de devoir raconter son histoire sans trop trahir tout ce qu'il voulait mettre dans ce livre. Est-ce que de temps en temps, ça vous pose problème? Non, parce que, en fait, justement, j'enregistre les enfants pour être très fidèle à ce qu'ils me racontent. Mon travail après, c'est pas d'édulcorer ce que l'enfant m'a dit. Je respecte pratiquement mot pour mot ce qu'il m'a raconté. Et après, J'améliore vous un remettez peu. le livre, comment ça se passe, la transmission? Alors le livre est imprimé en 10 exemplaires et on les offre à la famille. Ah, ça c'est génial. Donc les parents ont accès à cette fameuse aussi. histoire. Après. Ah, c'est Ça donne À la lieu à des fin. discussions Oui, ça donne lieu à des discussions. Il y a Vous des êtes là questions. à ce moment-là? Parfois. Des discussions de genre quoi? Ah bah, par exemple, la sirène, là, la maman s'est demandé si c'était elle. Enfin, voilà. Avec le enfin, soutien-gorge, je voulais dire. Bon, Ça remet, ça remet de la parole en bien fait. sûr. Elle existe depuis 2011. Vous avez écrit combien d'histoires depuis? Alors, elle existe depuis 2011, mais elle est vraiment active depuis 1 an. D'accord. Et je suis dans le service des enfants depuis 2 ans et j'ai accompagné déjà 10 enfants et en ce moment, il y en a 5 qui sont... Qui attendent là. il y en a alors 3 que je viens de commencer et puis 2 accompagnements en attente parce que je peux pas non plus accompagner trop d'enfants. Et vous avez besoin de sous, il paraît. Oui. Pourquoi faire les sous?
Pour payer les accompagnements, les frais de déplacement, parce qu'en fait j'interviens à l'hôpital, mais j'interviens aussi au domicile des enfants dans toute la Franche-Comté pour que les enfants gardent le rythme, le suivi, parce qu'ils ne sont pas toujours à l'hôpital. Il y a des hospitalisations longues, mais il y a aussi des moments de répit à la maison. Vous allez faire des entretiens à la maison, Voilà. c'est des déplacements, tout ça, ce sont des coûts. Et c'est la raison pour laquelle nous allons référencer le site de votre association sur le site des maternelles. Comme ça, si vous nous regardez et que vous avez envie de participer à ce joli projet et qu'il soit développé en Franche-Comté et peut-être ailleurs, eh ben, n'hésitez pas, vous nous rejoignez sur le site des maternelles. Vous restez encore un peu avec nous, Christelle, on va poursuivre cette émission. On va parler avec vous, Denis Marquet. Alors, on m'a dit que vous étiez philosophe et thérapeute. C'est très sérieux tout ça. Normalement, avec ces titres-là, vous êtes censé pouvoir répondre à la question de Sonia, qui nous a posé une question sur Facebook, Nathalie. Oui, et Sonia nous dit « Mon fils de 4 ans est un enfant un peu mélancolique. Il n'a pourtant pas de raison d'être triste, selon elle. Comment lui apprendre à apprécier les petits bonheurs du quotidien et à voir le bon côté des choses ?» Une histoire, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Comment on fait quand on a un enfant comme ça? Et est-ce que c'est grave au fond? On ne peut pas savoir s'il y a une situation grave ou pas. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une maman qui trouve son enfant mélancolique. Alors, est-ce qu'il est réellement mélancolique ou pas? C'est la première question. Il y a des enfants qui sont naturellement graves ou un peu introvertis et qui, en fonction du type psychologique du parent, vont leur paraître éventuellement mélancoliques ou tristes et ils vont s'inquiéter alors qu'il n'y a pas de raison. Donc la première chose, c'est qu'un enfant, il a besoin de se sentir accueilli dans la manière dont il est. Suivant son tempérament. Suivant son tempérament. Et c'est ça le principal facteur de joie de vivre. Après, il est possible qu'il soit mélancolique. Il y a toujours des raisons à ça. Et donc, on peut s'interroger sur les raisons. Et donc, ça veut dire que la mère, là, vous lui conseillez de lui parler, de l'accompagner, de poser des questions? Ça peut être ça, oui. C'est-à-dire que s'il est réellement mélancolique, il y a des raisons qui ne sont pas forcément des raisons graves. Il y a peut-être des raisons dans son histoire, il y a peut-être... À l'école, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être à l'école, voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, c'est important que l'enfant sente que, même si lui n'a pas forcément envie de partager ça peut arriver, mais qu'il sente qu'il y a un intérêt, qu'il y a un désir de comprendre. Partir de l'idée qu'il n'y a pas de raison, c'est déjà fermer une porte, alors que l'enfant aurait peut-être besoin de sentir qu'elle reste ouverte. D'accord. Tout simplement, voilà. Déjà. Après, si on a un enfant qu'on sent un petit peu triste ou qui a du mal à vivre les joies du quotidien, pour moi, il y a un seul principe en matière d'éducation, c'est qu'on transmet essentiellement ce qu'on est. Donc, il n'y a pas de recette ni de savoir-faire. Donc, si cette maman a une facilité pour apprécier les petites choses de la vie, simplement qu'elle le montre, qu'elle le vive de façon extravertie et qu'elle invite l'enfant à les partager avec elle. Si elle s'extasie devant un coucher de soleil, eh bien qu'elle amène l'enfant en lui disant « Regarde comme c'est beau » ou des choses comme ça. Qu'elle fasse valeur d'exemple, effectivement. Voilà, peut-être que c'est cette maman aussi qui est mélancolique, on ne sait pas. Et peut-être. Ou je dirais peut-être Julia aussi, son papa. Parce que peut-être que la maman, parce que quand vous dites c'est en fonction de ce qu'on donne, mais a priori on est à deux autour d'un enfant, et vous pouvez avoir un tempérament plutôt joyeux, extraverti, et peut-être un père ou l'inverse d'ailleurs, qui serait plus en retrait. Et donc, il y aurait peut-être une sorte de mimétisme aussi possible. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Autant de questions qu'il faut poser. Et l'important, justement, c'est pas les réponses, c'est qu'une question engendre d'autres questions. Parce que l'attitude questionnante par rapport à un enfant, c'est tout ce dont il a besoin. Parce qu'il sent qu'il y a un désir de le comprendre lui. Surtout pas fermer les portes, effectivement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas le genre de la maison, c'est pas le genre des maternelles. Merci Denis Marquet d'avoir répondu à la question de Sonia. Vous savez, si vous avez d'autres questions à poser à nos spécialistes, c'est possible de le faire via la page Facebook des maternelles. Tant que je vous tiens, Denis, eh bien, je vous tiens. Vous allez rester avec nous, puisqu'on a besoin de vos lumières sur notre sujet du jour. Ça fait beaucoup rire Elsa, cette transition, puisque nous allons parler avec vous des relations père-fils. Entre père et fils, et effectivement, c'est bien souvent une histoire de complicité, on le sait, mais c'est aussi une relation complexe qui a beaucoup évolué ces dernières années. Pourquoi y a-t-il tant de pudeur avant, dans les générations précédentes, entre les pères et les fils? Et là, apparemment, beaucoup moins, beaucoup plus de proximité, Nathalie. Écoutez, c'est une ovation de nos maternautes, paternautes. Alors, est-ce que ce sont les femmes qui s'expriment pour leurs hommes? Donc, cette relation père-fils, d'après nos maternautes, est empreinte de beaucoup de complicité, d'affection et d'admiration pour 85% d'entre elles. Mais c'est énorme. Vincent, vous êtes d'accord avec ça? Moi, oui, je peux pas être autrement. Non, mais Vincent, regardez, la pudeur, seulement 10%, d'après nos maternautes. Et
de rivalité et d'opposition, seulement 5%. Bon, on imagine aussi que les enfants, les parents qui nous regardent ont des enfants relativement jeunes. Et en fait, moi, justement, on va revenir sur cette histoire de pudeur. Vous le disiez, Julia, mais souvenez-vous, c'était il y a quelques jours dans l'émission des maternelles. Depuis un certain temps, on a un certain nombre de pères connus, pères de fils, ayant et même été le fils de leur père, qui sont venus témoigner parmi les plus connus. Souvenez-vous, c'était Jean-Pierre Daroussin. Écoutez ce qu'il disait. On y revient. L'essentiel de son éducation aussi était dans le fait était de dire je te fais confiance. Et surtout de ne pas projeter à l'avance ce qu'il pensait que je devais être. Ouais, c'est bien exprimé. Hein. C'est bien dit. Et alors, nous, on l'a entendu, on aurait pu sortir Lavoine aussi, qui était extrêmement touchant quand il parlait de la relation à son père. Donc lui-même un peu, voilà, Marc Lavoine, je me suis trompée. Vous avez dit Lavoine comme si c'était votre copain. Non, pas du tout, pas du tout. Bref, donc c'est assez touchant parce qu'en fait, ces hommes-là d'une autre génération ont mis des mots grâce à leurs livres sur une relation qui était assez mutique, en fait, avec leur père, et assez pudique, pas beaucoup de mots, et très très pudique, mais eux, on a l'impression qu'ils ont racheté le silence de leur père en écrivant des livres sur leur père. Et quand on voit dans les 14 années de maternelle ce qui s'est passé, l'évolution, c'est entre ce livre qui a marqué toute une génération, père manquant, fils manqué, vous en avez entendu parler ou pas de ce livre? C'est la génération d'avant la vôtre, Vincent. Guy Corneau, bien sûr, qui a mis le pavé dans la mare, qui parlait de ses pères qui étaient absents dans leurs fonctions, pas uniquement absent physiquement, et qui s'interrogeait en tant que fils manqué. C'est-à-dire qu'il a dit, il nous a manqué quelque chose d'assez fort. Et de l'autre côté, Marcel Ruffo, chacun cherche un père. Et quand lui parle de son père, quand il a exprimé les choses en disant mon père à la fois héros et à la fois zéro, finalement mon père... C'est le père de Marcel Ruffo ? C'est Marcel Ruffo qui parle de son père lui-même. Il se dit, j'ai découvert mon père quand mon père est décédé. Et j'ai l'impression que derrière ces deux personnages-là se sont engouffrés tous les hommes, et on a le sentiment, rien qu'en regardant notre sondage, qu'effectivement la pudeur est derrière nous. Est-ce que c'est votre sentiment, Denis Marquet? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les hommes, les nouveaux pères, c'est une appellation galvaudée qui ne vaut que ce qu'elle vaut, ils en ont fini avec la pudeur ou pas? Alors la pudeur, c'est pas forcément un gros mot déjà. Hein. Absolument. Donc ça dépend ce qu'on appelle pudeur au sens péjoratif, c'est une distance excessive qui fait qu'on va pas communiquer ses sentiments et qu'on ne va pas échanger sur le plan des émotions et des sentiments. Voilà, le manque de mots sur les émotions. Voilà, c'était dans ce cadre-là. Oui. C'est votre sentiment? Alors ça, oui, on vit une époque formidable d'une certaine manière parce que le père est en train d'être réinventé. Il y a eu une... Encore jusqu'au milieu du XXe siècle, on était dans un système fortement patriarcal, c'est-à-dire qui reposait sur le père comme fonction sociale. Et le père comme fonction sociale, ça veut dire que le père est le délégué de la société pour transmettre les valeurs de la société à l'enfant. Et il transmettait son nom. Il transmettait son nom et il transmettait les valeurs de la société à tel point que, encore dans le code Napoléon, eh bien, le père pouvait envoyer son fils en prison. Il avait une fonction judiciaire si son fils refusait de se soumettre à son autorité. Et ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au 19e siècle encore. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'autorité paternelle était adossée à celle de la société. Alors ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a une figure du père comme figure d'autorité qui a disparu, comme relais des valeurs sociales. Et du coup, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un père. C'est à déplorer, ça, vous pensez? C'est pas à déplorer, c'est un vide qui permet que quelque chose de nouveau apparaisse. C'est flippant, c'est flippant pour Alors les pères. oui, c'est flippant. Alors ça, mon premier livre sur la paternité, c'est un livre qui s'appelle Père, où je décris ma naissance à la paternité. Et d'abord, c'est la naissance à un grand vide. C'est-à-dire que je deviens quelque chose et personne n'est capable de me dire ce que c'est. Et donc, oui, ça fait peur, c'est le nouveau, donc c'est le vide. Et en même temps, c'est l'interaction avec mon fils qui m'a appris ce que c'était qu'un père, c'est-à-dire... On apprend sur le tas. Mais de quel père il a besoin, tout simplement, et il n'a pas cessé de me l'enseigner depuis, tout simplement. Et pour moi, éduquer, c'est ça, c'est juste s'ouvrir à un être qui vous envoie les informations dont on a besoin pour l'éduquer. Donc, à partir de là, pour répondre à la question, il y a une distance qui s'est réduite entre le père et l'enfant, parce que le père est obligé de demander à l'enfant ce qu'il attend et quels sont ses besoins quant au père. Alors qu'avant c'était vertical, rappelez-vous Nathalie, tu fais ci, tu fais ça, alors que maintenant c'est un échange. Voilà, et on est obligé de communiquer du même coup. Alors pendant un moment, le père s'est cherché en mimant un petit peu la mère.
le père comme mère bis. Ouais. Mais les papas poules, on en a parlé à une époque des papas poules. Mais on se rend compte qu'il y a quand même besoin de quelque chose comme un père. Donc il s'agit de le réinventer et de réinventer aussi le masculin. Quelle liberté. Ça nous va. Vous savez quoi? Quel beau programme pour la matinée. Réinventer le masculin, ça me va tout à fait. Je vous propose qu'on aille rejoindre nos invités pour en parler avec eux. Nous avons deux témoins masculins, Damien et Thomas, ici présents. Je voudrais vous dire aussi que vous pouvez réagir sur Twitter via le hashtag Les Maternelles sur la discussion du jour. Merci beaucoup Christelle Cuinet d'avoir été avec nous ce matin et au revoir. On va rejoindre nos invités. À tout à l'heure.